Bonsoir, bienvenue dans notre troisième et dernière partie de notre plateau de télévision autour des questions de genre que nous faisons ici à Puy-Loubier dans le cadre des stages BAFA et BAFD du CPCV. Donc je suis accompagné de stagiaires BAFA et BAFD qui ont accepté de témoigner et de confronter leurs idées autour des questions de genre avec nous ce soir dans le cadre de leur fonction d'animateur, d'animatrice, de directeur ou de directrice d'accueil collectif de mineurs. Alors, on a vu tout à l'heure, on a déjà abordé un certain nombre de questions, et notamment autour du rôle sexué de l'animateur et de l'animatrice. Alors, on va continuer à en débattre. Il y a eu un débat très intéressant, notamment sur on a fini tout à l'heure sur le fait que les femmes étaient, selon les participants, beaucoup plus en mesure de câliner, réconforter, consoler un enfant que les hommes, et que donc il y avait un espèce de consensus quand même pour dire que oui, il y a des fonctions qui sont plus dévolues aux animatrices. Alors peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça ici, puisqu'on n'a pas les mêmes invités que tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ces fonctions un petit peu, disons, maternant par rapport aux enfants qu'on accueille, sont plus dévolues aux animatrices, ou chacun est apte de répondre à cette fonction? Alors, qui veut se lancer en premier? Alors, un jeune homme. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec ça parce que tout simplement le fait que les enfants en colonie ont tendance à rechercher leurs parents et particulièrement leur maman, notamment le soir quand ils se couchent, ils ont besoin d'un câlin, c'est plutôt vers la maman qu'ils se tournent et donc ils auront plus facilement vers une animatrice fille pour se faire câliner, pour se faire consoler que vers un animateur garçon. Alors bien sûr, les animateurs garçons peuvent quand même jouer ce rôle, hein, suivant leur personnalité, la façon dont ils se comportent avec les enfants, mais un enfant en général ira plus facilement vers une fille pour ce type de consolation, de câlin. D'accord, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis deux choses en fait. Tu as une position par rapport à l'enfant, et tu dis effectivement l'enfant ira plus spontanément vers un tel ou un tel, ce qui est différent de laisser le choix à l'enfant d'aller vers qui il veut, que de se positionner soi-même en tant qu'animateur en disant « Ah non, ça c'est pas mon rôle à moi, c'est le rôle des animatrices ». Donc si on considère que c'est à l'enfant de choisir vers qui il a spontanément envie d'aller, ça veut dire qu'on laisse quand même une place possible à ce rôle maternant, même chez les animateurs. Oui, bien sûr, après c'est à l'enfant lui de décider ce qu'il préfère. Si un enfant est plus à l'aise avec un animateur garçon, que c'est plutôt vers lui qu'il a envie de se tourner pour certaines questions, on n'a pas à choisir pour lui vers qui il devrait aller. Mais voilà, de façon générale, c'est vrai que c'est plutôt vers les filles qu'il ira se tourner. Ok, d'autres réactions par rapport à ça? Alors, je lance une autre question parce que on est dans ces questions-là. Est-ce que on est dans des comportements sexués, hein, de fait, hein, les comportements plus dévolus aux hommes, les comportements plus dévolus aux femmes, mais est-ce que ils sont dévolus culturellement, par habitude, par histoire, ou est-ce que ils sont dévolus naturellement? Parce que effectivement, les femmes sont naturellement plus maternantes que les hommes. Donc c'est quand même des questions qu'on peut poser, hein. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est culturel? Voilà. Alors, une autre question qu'on avait envie de poser et de débattre ce soir, qui concerne les équipes d'animateurs. Qui concerne la mixité. Est-ce que la mixité dans une équipe d'animation est obligatoire? Est-ce qu'elle est nécessaire pour un bon fonctionnement d'un accueil de loisirs ou d'un séjour de vacances? Donc la mixité s'entend, est-ce qu'une équipe est obligatoirement composée d'animatrices et d'animateurs et d'animatrices pour bien fonctionner? Alors selon vous? Donc moi je pense pas qu'elle soit obligatoire ou pas, mais je pense qu'elle est nécessaire parce que il peut toujours avoir un petit imprévu ou quoi, et certaines filles vont se tourner vers l'animatrice, certains garçons vers l'animateur, ou au contraire justement. Donc c'est mieux que l'animatrice et l'animateur soient présents dans une équipe. Mmh. D'accord. Une autre réaction? Mais moi aussi, je suis d'accord en fait de varier l'équipe parce que déjà on sait que les hommes et les femmes ils ont des compétences différentes ou
je ne veux pas rentrer dans le stéréotype, mais c'est vrai que les femmes, ils ont cette tendance maternelle, cette tendance créative aussi d'un côté, et les hommes avec leurs compétences. Donc moi, en tant que directrice, moi je veux quand même faire des équipes mixtes. D'accord. Alors, t'es directrice justement, ça tombe bien, parce que la question que j'ai envie de poser, alors, ok, on a ce souci d'une équipe mixte, alors soit pour avoir une complémentarité de compétences comme tu l'as dit, soit comme tu l'as dit toi, pour que les enfants puissent choisir le repère qu'ils ont envie d'avoir, hein, homme ou femme, donc on est toujours dans les deux sens, hein, de l'animateur ou de l'enfant. Et alors en même temps, quand un directeur recrute une équipe d'animation, il est confronté à une loi qui dit que recruter selon le sexe est discriminatoire. C'est une discrimination à l'embauche. Et pour n'importe qui peut postuler un poste d'animateur sans qu'on puisse lui dire « je ne te prends pas à cause de ton sexe ». Alors du coup, comment on fait ? C'est vrai que je ne vais pas faire d'abord une liste des femmes et une liste des hommes. Forcément, je vais analyser les compétences aussi. Et je pense que parmi les compétences, on peut choisir une équipe mixte. On peut faire une équipe mixte. Donc, de toute façon, je ne vais pas prendre le CV en disant « attendez, je vais prendre 3 femmes, voilà, c'est bon, 2 hommes ou 3 hommes, voilà, c'est bon ». En fait, d'abord, je vais analyser les compétences aussi. D'accord, donc c'est en tout cas pas le premier critère. On ne sait pas s'il entre en jeu à un moment donné. C'est vrai que autre chose auquel on est confronté dans notre métier d'animation, c'est que il y a beaucoup plus d'animatrices que d'animateurs, bien souvent. Et d'ailleurs, je pense que ça se vérifie encore ici sur les stages. Il y a beaucoup plus de stagiaires femmes que de stagiaires hommes. Et c'est vrai que souvent, les directeurs d'accueil de loisirs ont des difficultés à recruter des garçons. Et on peut se retrouver, c'est plus rare dans l'autre sens, mais on peut se retrouver avec une équipe entièrement féminine, pas par choix, mais par difficulté de recruter des animateurs garçons. Alors, est-ce que, à votre sens, c'est un problème ou est-ce que c'est quelque chose, ma foi, qui pose pas tant de problèmes que ça si on a une équipe que d'animatrices ? Alors, je pense que ça pose quand même problème, ne serait-ce que pour aborder certaines questions ou réflexions de l'enfant. Un garçon comme une fille par exemple qui aurait des questions à poser sur son domaine intime, sur sa sexualité, ira plus facilement voir une fille de la même manière. Si elle a besoin d'un tampon ou d'une serviette hygiénique au cours du séjour, elle aurait énormément de mal à demander ça à un animateur garçon. Et de ce fait, le fait qu'une équipe soit uniquement composée de filles ou de garçons va poser ce problème. Parce qu'un petit garçon qui aurait des questions à poser à ses personnels à un animateur ne pourra pas forcément les poser à une fille et donc se retrouvera seul dans ses questions, ses réflexions. Et voilà, on ne pourra pas en parler du coup à quelqu'un. Ok, je te donne la parole. Voilà, moi je voulais dire que je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est nécessaire, je pense, d'avoir une équipe mixte. Après, si dans le cas impossible, on a une équipe entièrement que de femmes, il faudrait mieux dédier à une tranche d'âge qui puisse s'adapter, où justement on n'aurait pas des questions que les enfants pourraient poser à l'animateur. Par exemple, si une équipe est composée que de femmes pour des 3-6 ans, ça va peut-être moins gênant que si c'est pour des 15-17. D'accord. Alors là, oui, tu poses alors, c'est moins gênant dans quel sens pour aller jusqu'au bout? Parce que j'allais interpréter et répondre à ta place, mais c'est moins gênant dans quel sens alors? C'est moins gênant parce que, voilà, comme il a dit, une fille de 15-17 peut demander une serviette hygiénique, peut demander un tampon. À 3 ans, on va pas souvent demander un tampon à son animateur ou son animatrice. Certes, et donc j'imagine qu'à 3 ans, comme on disait tout à l'heure, le côté maternant de l'animatrice pose moins de problèmes pour pallier à des activités sportives qu'on ne propose pas encore beaucoup à cette tranche d'âge-là, pour reprendre les stéréotypes d'à côté. Alors, Julien, dans la salle, a eu un contact avec une amie psychologue, une psychosociologue du travail, qui a répondu également par mail, parce qu'elle n'a pas pu être là ce soir, à la question. Alors si on peut lui faire passer le micro, et il va nous faire part de la réponse. Je fais le porte-parole donc de Marlène Sicodicola. Donc,
Voilà. Donc elle nous a fait le plaisir, en tout cas, malheureusement, en fait, de ne pas être là, de répondre à la question. Donc la mixité dans l'équipe d'animation est-elle obligatoire ou nécessaire? Oui, la mixité homme-femme est nécessaire au sein des équipes d'animation, car elle est à l'image du monde. Elle laisse le choix à chaque enfant, eux-mêmes, filles ou garçons, de se rapprocher, s'identifier, de se confier à l'animateur ou l'animatrice en tant qu'homme ou femme en devenir. Et sur la question, peut-on mettre le sexe comme critère d'embauche? Légalement, non, bien sûr, car il s'agit de discrimination. Seuls les postes de comédiens sont ouverts à ce type de discrimination. Lors des entretiens, le directeur a pour objectif de construire une équipe de personnes qui pourront travailler en complémentarité. Voilà la réponse donc de notre psychosociologue. Merci, on va récupérer le micro, merci. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir à une réponse un petit peu plus officielle, mais enfin ça reste un avis, hein, on a le droit de s'y opposer. Moi je trouve ça intéressant parce qu'elle reprend effectivement, comme on disait tout à l'heure, en tout cas le fait de partir de l'enfant, et comme tu le disais, que l'enfant ait le choix d'aller vers la personne de son choix, d'avoir des modèles d'identification différents, alors que effectivement, sinon ce choix est plus restreint, en tout cas pour l'activité de l'accueil de loisirs, parce qu'il a toujours ce choix dans d'autres structures. Alors, moi, j'ai envie de vous poser également la question. On a parlé du côté plus maternant des femmes, et un autre stéréotype qu'on évoque très souvent, c'est le côté, et peut-être c'est le penchant de ce qu'on vient de dire, le côté plus autoritaire des hommes. Alors on dit souvent, hein, l'autorité, c'est les hommes. Et d'ailleurs, quand il faut remettre un peu d'ordre dans le groupe, on confie un peu souvent l'animateur qui s'y colle et pas l'animatrice. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un stéréotype? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous semble normal que ce soit une fonction qui relève des animateurs et pas des animatrices? Ou est-ce que c'est aussi un stéréotype qu'il faut combattre, qu'il n'y a pas de justesse à votre sens? Je pense déjà effectivement que c'est vraiment un stéréotype, parce que dans le cadre de l'équipe de l'animation, l'autorité est désignée à chacun de ses membres. Ça veut dire que tous les animateurs doivent avoir l'autorité sur l'enfant. Et je pense que ça peu importe si tu es femme ou homme, en fait, tu dois faire usage de ton autorité et pas justement juste de trouver des excuses et de dire tiens, c'est pour les hommes ça. Je suis pas d'accord. Je pense que un bon animateur va quand même savoir faire usage de son autorité. Après ça c'est mon opinion. D'accord, mais c'est intéressant parce que donc en tant que directrice, voilà comment toi tu envisages ton équipe d'animation. C'est en tout cas, voilà, que l'autorité doit être partagée par tous et chacun doit être en mesure de l'assumer et de la porter. Et les animateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est vrai qu'on a toujours l'image de l'homme qui a l'autorité, a la voix la plus forte pour avoir une grosse autorité sur le groupe. Cependant, une femme peut autant, même avec une voix douce, avoir de l'autorité sur un groupe, savoir se faire respecter. C'est une des bases de l'animateur. Autant femme que homme, on doit se faire respecter et c'est pas déléguer cette tâche que à l'animateur homme. L'animateur femme doit aussi savoir se faire respecter dans une équipe et auprès des enfants. Ok. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais j'aurais quand même une petite nuance à apporter. Donc c'est vrai que même les animatrices doivent donc de faire preuve d'une certaine autorité pour se faire respecter. En revanche, toujours en se passant du point de vue de l'enfant, l'homme a quand même cette image plus d'autorité, voilà, qui apporte une certaine image qui fait que l'enfant aura peut-être tendance à plus l'écouter. Il aura moins ce côté sensible et donc maternant qu'une femme a et qui peut donc un peu nuire à l'image que peut avoir l'enfant d'une femme qui du coup voilà, il la considérera comme une personne qui peut le consoler, qui peut l'aider, qui peut le réconforter. Et peut-être que le fait que les garçons n'aient pas cette image-là leur permet d'assumer un peu plus l'autorité et donc peut-être pas de faire peur à l'enfant mais d'être quand même une certaine image pour lui du coup. Une réaction?
Effectivement, tu as raison, c'est comme ça que l'enfant perçoit l'animateur. Mais je veux dire, ce stéréotype, en fait, c'est parce que c'est comme l'histoire de les hommes vont faire passer le petit bobo, il va le faire passer à une animatrice. Mais je pense que les animatrices aussi, elles disent, écoute, je veux passer l'autorité à un homme. Donc c'est un peu dans l'image de ne pas assumer son rôle. C'est ça que je le trouve. D'accord. Alors on voit en tout cas qu'il y a débat. Hein. On a et pas que maintenant. Alors je vais avant de conclure donner la parole à Julien qui a également une réponse donc de notre psychosociologue à apporter et puis je conclurai après. Voilà, donc c'était juste sur le stéréotype, un peu les garçons doivent éviter de faire des câlins aux enfants, c'est les filles qui s'occupent des questions intimes. Là donc Marlène nous dit, laissons le choix aux enfants de confier ses problèmes intimes à l'animateur ou l'animatrice de son choix. Pour certaines questions, le garçon préférera bien sûr s'adresser à l'animateur. Pour d'autres, il sera plus à l'aise avec l'animatrice, de même pour la fille. Un exemple, il est peut-être difficile de parler de ses problèmes de zizi à une femme. Et ensuite, elle nous dit, l'animateur et l'animatrice sont là pour prendre en compte chaque enfant, être à l'écoute, valoriser, en restant à sa place et dans la posture d'un animateur. L'animateur, l'animatrice n'est pas un doudou, entre guillemets, con ou qui câline. Merci. Merci. Alors, encore une fois, toute sa réflexion part de l'enfant, effectivement. Et donc, on sent bien dans ses propos que l'animateur et l'animatrice répond aux besoins de l'enfant. Et donc, pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant et à la volonté de l'enfant, eh bien, il doit des fois combattre un petit peu ces stéréotypes parce qu'on peut quand même de temps en temps avoir quelques surprises. On peut effectivement avoir un enfant qui a besoin d'aller voir quelqu'un de l'autre sexe, ça peut surprendre. Il faut que l'animateur ou l'animatrice il soit aussi préparé s'il veut bien faire son boulot. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je voulais bien sûr remercier tout le monde, dire que ce débat a pour objet d'essayer de réfléchir un peu plus sur nos fonctions, sur notre façon d'être, parce qu'on est vraiment dans le savoir-être, et puis peut-être combattre un certain nombre quand même de stéréotypes fondés sur des choses très ancrées, mais qui n'ont pas forcément toujours qui sont pas forcément toujours justes. C'est intéressant de conclure en parlant effectivement du besoin de l'enfant et pas de la volonté de l'animateur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur vos stages, d'avoir participé à ce débat. Et on se retrouve très vite sur un prochain stage pour de nouveaux débats. En conclusion, je vous propose d'écouter l'interview qu'a réalisé Bertrand, qui effectue un service civique au CPCV, qui est allé rencontrer Catherine Baudy, qui est la directrice du CIDFF Océan. Le CIDFF, c'est le Centre d'information et de documentation sur le droit des femmes et des familles. Donc c'est quelqu'un qui travaille au quotidien sur les questions de genre et sur les discriminations des femmes notamment. Et donc, on va avoir en guise de conclusion son regard sur la question. Merci encore. Vous disposez au sein du CIDF 13 d'un outil assez particulier qui s'appelle le Centre Ressources en Genre de la région PACA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, pour être le plus simple possible, c'est de proposer par des envois réguliers sous forme de newsletter des informations sur les réflexions, les recherches qui ont lieu sur l'ensemble des pays, enfin la grande majorité des pays francophones. Ce qui apporte du coup un regard intéressant parce qu'on a les études qui sont faites en Suisse, au Canada, en Belgique, en Afrique noire, et ça déplace un petit peu ça déconcentre notre regard. Et en même temps aussi d'avoir connaissance d'un peu ce qui bouge sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes avec de nouveaux outils, de nouvelles pratiques qui sont repérées en international. J'ai entendu parler du Québec, qui était un pays, du moins une région du Canada qui était pionnière en la matière. Vous avez des collaborations où vous piochez beaucoup dans les ressources québécoises ? Alors non, malheureusement, on n'a pas de collaboration. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Québec et de rencontrer les associations féministes qui, elles, considèrent que c'est nous qui sommes en avance. Donc, c'est un bel échange. Mais je pense qu'effectivement, ils ont réfléchi sur la question du genre plus particulièrement. Elles sont en avance sur nous, sur la réflexion.
Ensuite, c'est un peu dans les déclinaisons pratiques où on est tous en recherche du modèle qui va permettre de solutionner le problème. La plupart des stéréotypes sexués semblent provenir de la naturalisation des rôles sociaux masculins et féminins. Autrement dit, le fait d'être homme ou femme se résumerait, selon ce point de vue, à une certaine permanence biologique, alors qu'elle est en fait tout à fait sociale et culturelle. Quelles mesures, ou du moins quels dispositifs proposez-vous au sein du CEDF pour remédier ou lutter contre cette vision des choses massivement partagée ? Alors si on avait un outil, un dispositif qui marchait à tous les coups, ce serait formidable et on serait connu très largement. Notre démarche, c'est déjà d'être conscient, justement, d'avoir cette conscience de comprendre que c'est pas naturel et que de comprendre aussi tous les impacts que ça a, tous les effets que ça a et ce que ça crée comme inégalité et comme situation difficile. Donc d'être conscient de ce qu'on porte chacun en soi. Après, effectivement, on est construit par tellement d'éléments extérieurs à soi, des intervenants, les éducateurs, l'éducation nationale, les parents, les grands-parents, les médias. Tout le monde intervient et c'est difficile de se prémunir complètement de tous ces stéréotypes. Par contre, être conscient qu'on en porte et qu'on en transporte, et puis d'être conscient de l'impact que ça peut avoir, ça limite un petit peu les effets. Et je pense que le principal dispositif, c'est justement cette prise de conscience, de se rendre compte que et de faire tomber les fausses informations, les fausses croyances qui sont que voilà, on est fille, on est garçon. Et ça traverse beaucoup de sujets de société, pour le coup. Et notamment tout dans l'actualité prouve que ces relations de genre sont à la fois un sujet très, très intime et en même temps très sociétal. En tant que directrice du CIDF Phocéen et compte tenu de votre parcours, il me semble que vous êtes directrice depuis 11 ans maintenant, votre regard sur l'égalité, enfin du moins sur l'état de l'égalité entre les hommes et les femmes a-t-il changé ? Alors personnellement, oui, j'ai découvert d'autres dimensions qui sont prises en compte actuellement, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans la dimension égalité femmes-hommes, mais on croise de plus en plus avec la pluralité des identités qu'on peut porter. Et c'est-à-dire que les égalités ne sont pas les mêmes selon la classe sociale, selon là où on habite, selon les représentations qu'il y a, de l'origine réelle ou supposée qu'on peut donner à voir. Et de croiser déjà ces trois dimensions que sont le genre, la classe sociale et les origines, ça donne un tout autre regard sur les égalités femmes-hommes. Comme vous dites, les classes sociales, au même titre que le genre, sont des marqueurs sociaux et ça prenne en fait. Oui, et du coup on comprend et on voit les inégalités entre femmes. On n'est pas simplement dans la situation binaire femmes-hommes, mais il y a aussi des inégalités entre femmes. Juste à titre d'exemple, quel genre d'inégalité au CIDF vous avez à recueillir ou du moins à témoigner ? Comme on travaille beaucoup sur l'accompagnement à l'emploi, on se rend compte que par exemple une mesure qui a été faite pour favoriser la réduction des écarts entre femmes et hommes, ce qui est par exemple les chèques emploi-service. C'est-à-dire que des femmes peuvent, pour pouvoir travailler, utiliser ces chèques emploi-service ou des réductions d'impôts pour avoir une personne à domicile, pour garder les enfants, pour s'occuper des parents, pour faire le ménage, pour faire les courses. Oui, c'est très bien, c'est une avancée pour ces femmes en termes d'égalité professionnelle. Ça leur permet de faire une carrière. Sauf que ces emplois sont assurés majoritairement par des femmes qui, du coup, ont des emplois découpés à faible rémunération, peu d'heures, à des endroits différents. Et donc, en fait, l'avancée de certaines femmes crée des difficultés sur d'autres femmes. Parce que ça reste un milieu majoritairement féminin. Donc on se rend bien compte qu'il ne faut pas simplement travailler sur les faits, mais bien aussi sur tous les impacts et tout ce qui les deuxièmes effets des mesures. Selon vous, quels sont les espaces sociaux où ce principe républicain d'égalité homme-femme gagnerait à être mieux représenté ? Partout. Partout, parce qu'effectivement, ça croise... on se rend compte que ça croise toutes les dimensions. Si on s'intéresse à l'aménagement d'une ville, on se rend compte que l'aménagement d'une ville vu par l'utilisation des femmes ou l'utilisation des hommes n'est pas la même. Si on prend les transports, on se rend compte que les besoins ne sont pas les mêmes et que souvent l'approche est on prend l'approche majoritairement d'utilisation masculine.
ou alors majoritairement féminines, si on va s'intéresser aux questions d'école et des choses comme ça. Tous les domaines sont à regarder au regard du genre, de la place des femmes et des hommes, des utilisations, des décisions qui sont prises et des modalités d'accès. C'est vraiment la question de l'égalité des femmes et des hommes aux ressources. Et quelles que soient les ressources, si on parle de réseaux sociaux, c'est pareil. Quelles sont la réalité d'accès des femmes et des hommes aux réseaux sociaux? Quelles femmes et quels hommes? C'est vrai qu'historiquement, si on raisonne en termes de capital culturel, économique, justement la femme avait un rôle vraiment subalterne vis-à-vis de ses capitaux. Quelle évolution avez-vous noté dans ce sens-là, de ce point de vue-là? D'abord, je reprends tout de suite. Chez nous, on ne parle jamais de la femme, parce que justement, les femmes sont plurielles avec des parcours pluriels. Et systématiquement, on reprend. Quand c'est les journées, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Parce qu'on peut difficilement comparer la situation d'une Indienne à la situation d'une Parisienne. Et donc, ça ne peut pas être la même femme. Et puis, ça participe à déconstruire ce côté naturel de la femme comme une espèce... Voilà. Donc, ça, c'est un petit point d'anecdote. Sur votre question sur l'évolution, alors oui, il y a des progrès, oui, parce que les lois commencent avec les mesures de restriction, commencent à être appliquées, qu'il y a des progressions, ça commence effectivement, les gens ne peuvent plus se permettre de dire non, c'est un sujet qui n'est pas intéressant. Donc il y a une avancée dans ce sens-là, on ne peut plus se moquer de cette thématique. Sauf que les écarts, ils sont encore persistants, très persistants. Et ils sont inégalement répartis. C'est-à-dire qu'il y a une progression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certaines femmes. Et pour d'autres, il y a une stagnation, voire des fois un recul sur certains droits. Donc sur certains accès aux droits. Parce que les droits, ils existent. Il n'y a pas de problème sur les droits. C'est l'application et surtout l'accès. Et donc là, on peut constater, on peut être effectivement inquiet sur certaines régressions de l'accès à certains droits et à certaines avancées pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand vous abordez, vous parlez de régression, vous pensez à quoi en particulier? On peut penser à tout ce qui a trait notamment à la santé, à la contraception. On peut penser à tout ce qui est aussi l'accès à l'autonomie financière, les situations de précarité qui se renforcent, l'isolement aussi. Je pense que effectivement, c'est pas forcément des mesures qui régressent. Mais une fois de plus, c'est inégalement réparti entre les populations et les territoires. Le rôle primordial de l'école comme instance de socialisation primaire semble à l'heure actuelle démuni quant à la mise en pratique réelle d'une véritable éducation à l'égalité hommes-femmes. Comment faire entrer l'égalité à l'école? Faudrait-il imaginer, selon vous, des heures de cours ou du moins des ateliers spécifiques dans les programmes scolaires? Alors, je n'ai pas la prétention de faire un programme pour l'école. Je pense qu'il y a effectivement des choses qui avancent maintenant. Je pense qu'il y a déjà la formation au niveau de la formation des maîtres à sensibiliser sur cette question-là. Ils doivent l'être, mais à quelle hauteur parce que ça relève beaucoup de la volonté de la personne. Et puis les manuels scolaires, c'est-à-dire que c'est vrai que les manuels scolaires sont encore très empreints des inégalités. Les livres d'histoire ne donnent que très peu de place, d'une part à l'histoire des droits des femmes, mais même à la place des femmes. À part Jeanne d'Arc, on n'a pas un très très grand rôle. Apparemment, elles sont absentes, alors qu'on sait que il y a eu, nous on a travaillé sur cette dimension-là. Dans le Moyen-Âge, il y a eu des querelles sur justement la place des femmes. Il y a des femmes qui sont battues, mais on ne les voit pas. Elles sont absentes. Sur l'éducation physique, sur la science, il y a beaucoup à faire. Mais effectivement, je pense que les professeurs font le maximum de ce qu'ils font. Cette sensibilisation, elle doit être portée au niveau politique et au niveau effectivement de ce qui est insufflé comme rôle à l'éducation nationale. En effet, il y a une véritable refonte en fait, de toute l'information, de tous les systèmes de connaissances qui est véhiculé dans les manuels. C'est vrai que les principaux critiques du mouvement féministe ou des féministes avancent l'argument que les femmes ne font pas l'histoire. Les femmes n'ont jamais rien fait de grand, en gros. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, il y a pas. Les femmes sont une fois de plus invisibles. Souvent, dans tous les domaines, on essaie de lutter, justement, quand on dit ça traverse tous les domaines, contre cette invisibilité des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont présentes, mais on a l'impression qu'elles ne sont pas là.
alors qu'elles ont travaillé de tout temps. Elles ont travaillé, on a l'impression que voilà, c'est dans les années 70 qu'elles se sont mises à travailler. Non, c'est pas vrai, les femmes ont toujours travaillé, elles ont travaillé dans les champs, elles ont travaillé dans les usines pour les premières usines et dans les ateliers, dans les commerces. Donc voilà, c'est déjà de remettre un petit peu la réalité et de redonner de la visibilité à la place des femmes. Et puis ensuite, effectivement, dans les pratiques, être attentif à ce qui est stéréotype. On ne pourra pas tout enlever, mais au moins ne pas les entretenir, hein, être vigilant à ne pas entretenir ces représentations. Du coup, on va passer à la dernière question, la 6e, qui se rapporte au monde de l'animation. En fait, le thème de ce reportage est quand même axé là-dessus. Il y en a 2 autres avant. Un sur le regard de jeunes enfants, enfin, qui ont entre 6 et 12 ans, sur l'égalité ou sur les inégalités hommes-femmes. Et puis la seconde, c'est sur des points de vue d'animateurs qui essayent de témoigner de par leur pratique sur les écueils qu'ils peuvent rencontrer justement. Ils essayent d'avoir un regard réflexif sur leur propre pratique pour essayer de se dire, du moins de modifier leur conduite. Donc la 6e question, donc, vis-à-vis de l'école, le monde de l'animation ne déroge pas à la règle, même si certaines structures semblent pouvoir impulser des programmes plus souples et réflexifs que l'éducation nationale. Auriez-vous quelques conseils pratico-pratiques pour nos animateurs et animatrices issus de votre expérience de terrain, ou celle de vos formateurs éventuellement? Alors malheureusement non, j'aurais pas de conseils pratico-pratiques. Ce qu'on essaie de faire quand on fait de la sensibilisation ou de la formation auprès des animateurs ou des professionnels, on englobe généralement l'ensemble des professionnels, c'est d'une part d'avoir de l'information sur la réalité de ces inégalités, de comment elles se construisent, et ensuite de partir de leur pratique déjà. Parce que souvent, les personnes sont attentifs à cette question-là, mais ils ne se sont jamais vraiment posé la question, ils n'ont pas forcément regardé comment ils fonctionnaient. Donc déjà, valoriser toutes les pratiques qui sont existantes et du coup les renforcer. Et puis ensuite, partir effectivement, je trouve que c'est bien de partir de situations qui interrogent, sur lesquelles on ne sait pas comment fonctionner. Et puis collectivement de trouver des solutions. Nous, on n'a pas des solutions avec un manuel bien rangé, tel secteur, telle pratique, parce qu'en plus, ça dépend tellement de la configuration, de l'animation, du cadre, si c'est un séjour, si c'est un centre aéré, si c'est un accueil du soir. Mais par contre, de se poser cette question-là, et puis, alors souvent on regarde sur les pratiques, mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est que les structures elles-mêmes soient un petit peu modèles. C'est-à-dire que si ce n'est pas porté par la structure, ce sera difficile à l'animateur tout seul d'insuffler cette thématique et de la porter dans ses activités, dans ses programmes. Donc c'est aussi de regarder comment la structure elle s'investit, et ça c'est valable pour tous les domaines. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une spécificité, je suis désolée, je n'ai pas de spécificité sur l'animation. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des opportunités d'action plus faciles parce qu'il y a les possibilités quand même de faire travailler ensemble les filles et les garçons. Il y a aussi la possibilité de travailler de façon isolée de temps en temps pour permettre l'expression, parce que c'est pas la recherche de la mixité, de la parité à tout prix, mais de pouvoir échanger les regards, d'avoir cette attention-là, de ne pas, une fois de plus, de ne pas rentrer dans les schémas habituels. Mais déjà de se rendre compte qu'on fait déjà souvent beaucoup, enfin je connais peu de personnes qui sont complètement opposées à cette question-là et qui travaillent dans l'animation, mais peut-être que je ne connais pas assez de monde. Mais voilà, je pense que déjà c'est aussi valoriser tout ce qui se fait, le porter collectivement, pas individuellement. C'est un peu la même chose pour l'éducation nationale, ça ne peut pas être un professeur qui porte tout seul, il faut que ce soit porté globalement.